Au niveau géopolitique, tous ceux qui, je pense, sont en intelligence avec l'agresseur ou l'ennemi, il faudrait que cette constitution arrive à faire en sorte qu'on puisse même déchoir de la nationalité congolaise les gens qui sont en intelligence avec l'ennemi pour faire couler le sang des Congolais. Ici, on a tenté de le faire avec François Hollande. Dans l'histoire des États, il y a, je ne dirais pas des hommes providentiels, mais il y a des hommes qui sont souvent précurseurs, qui ont cette espèce de bénédiction divine qui leur permet de mettre sur les rails un État pour que ce pays-là s'envole. Félix Tshisekedi, je l'avais dit dernièrement, incarne aujourd'hui celui qui est en train de chercher une seconde indépendance pour la RDC. Monsieur Guy Mafimba, nous sommes très heureux de vous recevoir une nouvelle fois dans Mafimba Décrypte. Après une première émission consacrée notamment aux enjeux géopolitiques et sécuritaires de la RDC, avec vous aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité congolaise et surtout deux grands enjeux qui dominent le débat national, à savoir la question constitutionnelle et le dialogue politique annoncé par le président Félix Tshisekedi. Derrière ces deux sujets, une même question se pose. Comment sortir durablement la RDC de ces crises institutionnelles, politiques et sécuritaires? Monsieur Mafimba, bonjour et merci d'être avec nous une nouvelle fois. Bonjour Nathan, bonjour à toute la rédaction. En tout cas Nathan, je te remercie et à tous ceux qui nous ont suivis lors de cette première édition, on va dire, de Mafimba Décrypte. Beaucoup suivi, donc on les remercie. On les remercie aussi parce que ils ont commenté, ils ont fait des suggestions, ils ont apporté des éléments d'information. Parce que, ma modeste personne, je n'ai pas la vérité absolue, je veux dire. Exactement. On apporte des éléments d'appréciation pour faire avancer un certain nombre de dossiers au niveau de la RDC. Donc, après ces remerciements de la rédaction, je tiens aussi à remercier ceux qui, en RDC surtout, m'ont permis de participer, surtout de préparer cette émission. Je voudrais souligner mon frère Jean-Louis Mbalanga, il est du côté de Lyon. Emmanuel Mouenge, c'est mon jeune politologue, assistant à l'université. Nos salutations. Nos salutations en tout cas. Jean-Idia Yonfou Lunyanga, c'est aussi un frère encore de la RDC. Il est universitaire aussi et ils m'ont apporté leur contribution. Comme nous sommes devenus un peu la voix des sans-voix, s'il faut le dire. Donc voilà. Je suis à votre disposition et j'espère que l'émission d'aujourd'hui apportera aussi un certain nombre d'éléments pour aborder, pour traiter ces deux problématiques, la Constitution et le dialogue. Exactement. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. D'accord. Monsieur Mafimba, vous défendez depuis plusieurs années l'avènement d'une 4e République en RDC. Avant d'entrer dans les détails techniques, pourquoi cette 4e République est-elle selon vous nécessaire? Alors, 4e République, vous voyez bien que moi je fais la nuance entre les gens qui vont directement dans le changement de la Constitution et la 4e République. Et je parle de l'avènement d'une nouvelle République. D'une nouvelle ère. D'une nouvelle ère, voilà. Parce que tout simplement, moi, ma lecture, elle est simple. Elle est à la fois beaucoup plus politique que juridique. Mais la dimension juridique existe. J'estime que, je l'ai dit dans pas mal de médias, que la 3e République de la RDC naît de l'AFDL, à partir de l'AFDL, de l'entrée de la AFDL, de la prise du pouvoir de l'AFDL, elle est morte, et de sa belle mort. Maintenant, pourquoi je parle d'une nouvelle République? Je prends le soin de le dire pourquoi. Parce que le débat sur la Constitution cristallise des passions, en Afrique en général. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, depuis l'avènement du pluralisme politique, on va faire très très court, dans les années 90, pas mal d'États africains ont commencé à expérimenter la démocratie, le pluralisme politique. Très bien. Mais par contre, depuis les années 2014, le sacro-saint principe de la limitation des mandats, un certain nombre de régimes, un certain nombre d'États ont commencé à se faire sauter ce principe sacro-saint de la limitation des mandats. Ça a commencé au Burundi, avec le président Nkurunziza. Mais en réalité, j'ai catégorisé trois
trois processus dans l'arrivée des nouvelles républiques ou des changements de la Constitution. Il y a une première catégorie que j'appelle les changements de la Constitution opportunistes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des régimes, je prends un exemple, ça s'est passé en République du Congo chez moi, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé au Togo et autres. Arrivé à la fin des deuxièmes mandats inscrits dans la Constitution, beaucoup de régimes se sont dit, on va faire sauter ce verrou et on change la Constitution. Donc, c'est généralement en violant la Constitution, généralement politiquement, c'était deux fois dans la violence et la société ne suivait pas. Première catégorie. Deuxième catégorie, c'est ce qui est arrivé dans les pays de l'AES. Voyez-vous, il y a eu, entre guillemets, des révolutions. Mais souvent, si vous remarquez, c'est les aspirations du peuple qui ont amené à ces révolutions et automatiquement, il y a une nouvelle constitution. On arrive à une nouvelle république. Okay? Et la troisième catégorie, c'est souvent les changements de la constitution ou l'avènement des nouvelles républiques qui tiennent compte d'une crise politique, qui tiennent compte d'une crise de la société ou de la mort d'une république, ou la mort, entre guillemets, d'une république. Un exemple simple, ça s'est passé en Algérie, dans les années 90. En Algérie, le Front islamique de salut, c'était un mouvement presque islamiste qui avait gagné les législatifs, gagné les locales. Il prenait le pouvoir. L'armée algérienne est venue pour interrompre le processus démocratique parce que dans la constitution algérienne, la nature de l'État ne pouvait pas être un État islamique. D'où l'arrêt de ce processus et l'État, il y a eu l'avènement d'une nouvelle république pour interrompre le processus qui devait conduire les islamistes au pouvoir. Mais pour répondre véritablement à votre question, raison pour laquelle je mets la RDC dans la troisième catégorie. Parce qu'il y a une crise politique et grave, on va y revenir certainement dans d'autres questions, et en ayant cette crise, en étant en face de cette crise politique, en partant du principe que la Troisième République qui a été, entre guillemets, incarnée par Joseph Kabila, pour un certain nombre de raisons, cette République, au regard des aspirations du peuple de la RDC aujourd'hui, au regard de ce climat, de cette guerre d'agression à l'Est, bien entendu, les gens ont commencé à réfléchir depuis, parce qu'il faut partir du principe que le président Félix Tshisekedi, l'UDPS, avait déjà commencé à réfléchir sur les réformes constitutionnelles bien avant qu'on puisse arriver à cette crise. Ça n'a pas commencé maintenant. Et je pourrais même vous dire que j'ai un ami, Armand Mavinga, qui est avec moi dans la bande à Karil. Oui, bien sûr. Il a commencé à réfléchir sur la coalition pour le changement en République démocratique du Congo. Et son livre, c'est les 20 engagements pour une transition démocratique et pacifique exceptionnelle en République démocratique du Congo. Mavinga. Je vous prends par exemple un autre frère qui est dans la bande à Karil, Bernard Ben Le Turé Elenga, qui est juriste. L'avocat, oui. Voilà, qui a réfléchi déjà sur une nouvelle constitution en RDC. Donc, il fallait enlever cette ambiguïté, parce qu'on me fait souvent la remarque, en tant qu'analyste, mais M. Mafimba, vous avez contesté le changement de la constitution en République du Congo. Comment vous êtes en train de faire la promotion d'une nouvelle république en RDC? Comment je peux dire ça? Les motivations ne sont pas les mêmes. Autant en République du Congo, la motivation était opportuniste. Le chef de l'État voulait avoir un troisième mandat. Autant en RDC, la motivation est autre. C'est la crise de la troisième République qui devrait nous amener à une quatrième République. Exactement. Du coup, une autre question. Oui. C'est ça. Vous souhaitez de manière simple. Vous souhaitez le changement de la Constitution ou une véritable refondation de l'État? En fait, les deux sont liés. En fait, une nouvelle République passe automatiquement par un changement de la Constitution. La nuance, c'était pour faire le distinguo entre les différentes catégories que je viens de lister.
c'est la crise de la Troisième République qui amène à la Quatrième République que je souhaite avoir, pas moi seulement, beaucoup d'analystes et même les acteurs politiques pensent qu'on doit arriver à une Troisième République. Et en même temps, un autre exemple, par exemple, en France, la Quatrième République française était en crise. C'est De Gaulle qui amène la Cinquième République française. Pourquoi? Parce que la Quatrième République parlementaire était en crise avec le coup d'État en Algérie et autres. Donc, nous sommes pratiquement dans les mêmes motivations, les mêmes similitudes pour expliquer pourquoi l'avènement d'une nouvelle République qui va passer à un changement de la Constitution et autres. D'accord, du coup, on va parler de la Constitution de 2006, voilà. Puisque c'est là la question. Après 26 ans d'application, quel est votre diagnostic, sachant que, est-ce que selon vous, il y a des choses qui marchent, qu'est-ce qui ne marche plus? Dites-nous, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Alors, la Constitution de 2006, il faut déjà dire deux ou trois choses. La RDC a connu une première constitution, dite constitution de Loi-Lebourg, instaurée lors de la Première République, après l'assassinat de Lumumba. Okay? Après, elle va connaître une deuxième constitution, dite constitution révolutionnaire, par Mobutu. Et la Troisième République, c'est-à-dire la troisième constitution, c'est la chute de Mobutu, l'entrée de l'AFDL et l'arrivée, après l'assassinat de Joseph Désiré Kabila, Saint-Titi, l'accord de Saint-Titi et puis la constitution de 2006. Mais je voudrais tout simplement, à travers votre question, faire parler ceux qui étaient avec Joseph Kabila, déjà avec Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, et qu'est-ce qu'ils disent de cette constitution. Je vais très vite. Oui, le professeur Évariste Bouchab, professeur de droit, ancien président de l'Assemblée nationale, un proche de Joseph Kabila. Il dit quoi? 20 ans après son adoption, il juge le texte, c'est-à-dire la Constitution, dépassé et inadapté aux réalités actuelles. S'appuyant sur l'analyse du juge américain Stephen Breyer, il rappelle que la durée de vie moyenne d'une Constitution est de 17 ans. Ça, c'est Bouchab, qui a été partie prenante et professeur de droit. Je veux convoquer aussi un autre, le professeur, comment il s'appelle, Cheikh Okitundu, n'est-ce pas, qui était ministre des Affaires étrangères, Laurent Désiré Kabila et autres. Il dit quoi? J'ai été membre d'un gouvernement passé et je connais beaucoup de choses que plusieurs personnes qui s'opposent aujourd'hui à la révision de la Constitution ignorent. L'actuelle Constitution n'a pas été entièrement le fruit de notre volonté. Elle a plutôt été taillée et imposée. Je me rappelle très bien que le jour où cette Constitution a traversé les 1000 collines, ce sont Azarias Rouberoa et Kalev Mutombe qui l'avaient amené à Kinshasa après qu'elle a été travaillée à Kigali. Ça, c'est Cheikh Okitundu qui le dit. Là, il montre à quel point cette Constitution a eu des contours, des influences extérieures. Et Bouchab, lui, il met carrément, il met en exergue son expertise de droit pour dire cette Constitution a des limites. Et je terminerai par Germain Kabinga. Ça, c'est plus intéressant. Lui, il a été presque le directeur de cabinet du président de la MLC de l'époque, Mbemba, Jean-Pierre Mbemba. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la Constitution de 2006, il était déjà présent, très jeune. Elle était taillée à la mesure des acteurs concernés. Les acteurs concernés, c'était le MLC, un groupe rebelle, le RCD, un groupe rebelle, et l'AFDL, 3 groupes rebelles. Et il dit, cette Constitution est d'essence militaire et transactionnelle. Il va plus loin. Cette Constitution n'avait pour objectif que de pérenniser, en fait, la présence des acteurs du conflit. Et il dit plus tard que cette Constitution a multiplié des institutions pour se partager le butin. Et il va plus loin. Il dit que cette Constitution avait pour objectif de régler une crise de légitimité. Et il va lister un certain nombre de choses
jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas résolu ces crises de légitimité. Et voilà. Maintenant, Rassurez-moi, tout ce que vous dites, c'est quand même sourcé, on peut le retrouver on sur peut le Internet. retrouver. J'ai tenu à le dire, ce sont des acteurs du terrain. Exactement. Ils sont arrivés tous à une conclusion que, ce qu'on dit souvent, et c'est ce qu'avait dit l'UDPS, cette constitution, c'est une constitution taillée à la mesure des belligérants de l'époque, avec l'influence des partis étrangers dans le Rwanda, qui a été le parrain de l'AFDL, qui a fait assassiner Laurent Désiré Kabila, et qui a contribué, bien entendu, à installer Joseph Kabila. D'où, lorsque les gens disent que c'est une constitution de belligérance, ce n'est pas une affirmation gratuite. Rien qu'en écoutant ce que disent ces acteurs que je viens, qui sont sourcés et listés, vous allez vous rendre compte qu'il y a une problématique qui se pose véritablement. Influence étrangère, le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays, l'Afrique du Sud, tous les voisins, parce qu'il y a eu la première guerre en Afrique, ça s'est passé en RDC. D'un côté, l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et l'AFDL. De l'autre côté, le Rwanda et les autres pays. Donc, ça veut dire que lorsque 2006, avec cette constitution qui a été suite à un référendum, mais les contours même, l'origine même de cette constitution posait problème. Et je terminerai en disant ceci. Aujourd'hui, le parti politique qui est au pouvoir, l'UDPS, l'Union Sacrée, qui est le parti pivot, c'est l'UDPS. Le chef de l'État aujourd'hui, c'est le président Félix Tshisekedi. Déjà à cette époque, sous le leadership du défunt président Étienne Tshisekedi, ils avaient boycotté le référendum. Ils avaient dénoncé ce référendum, cette constitution. Les églises avaient dénoncé. Donc, pas mal d'acteurs politiques, et d'ailleurs, Joseph Kabila lui-même, il dira plus tard, je me suis battu seul pour que ce référendum-là passe. Donc, il y avait déjà un souci. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cela. Ok. Dans la suite, c'est connu, le Parlement a adopté la loi fixant les modalités d'organisation du référendum et la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur sa conformité, tout en formulant bien sûr des réserves. 13 dispositions. Et le président a finalement demandé au Parlement une nouvelle délibération afin d'intégrer ces réserves. Dans ce contexte, certains parlent déjà d'un processus pouvant conclure à une nouvelle constitution, tandis que l'opposition s'y oppose fermement. Une question directe. Dans ce contexte, est-il aujourd'hui nécessaire de changer la constitution de la RDC selon vous? Alors, là, je vais vous faire une citation du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il dit? Une constitution, c'est un esprit. Ce sont des institutions, c'est une pratique. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de changer? Oui. Parce que l'esprit de cette constitution actuelle ne correspond pas à l'esprit, à l'ambiance actuelle. L'esprit d'hier, c'était quoi? C'était les belligérants qui devaient se mettre d'accord pour le vivre ensemble, pour apaiser les conflits. Mais entre-temps, pendant 18 ans, ils n'ont pas réussi à résoudre les conflits nés avant le référendum de cette constitution. Et Germain Kabinga le lit, c'est très bien. En 2006 déjà, Jean-Pierre Mbemba et Joseph Kabila se sont affrontés lors des élections, n'est-ce pas? En 2011, Étienne Tshisekedi qui gagne les élections, qui a été retoqué par Joseph Kabila. En 2008, Fayulu qui conteste les élections. 2018, Fayulu qui conteste les élections. Bref, et pendant 18 ans, on a vu émerger depuis le CNDP, RCD, CNDP, M23, on a eu que l'émergence des milices un peu partout sur les territoires. Donc, rien que lorsqu'on voit dans quel cadre cette constitution avait été initiée suite à la référendum promulgué, l'esprit ou les objectifs, voilà le mot, n'ont pas été atteints. On dit une constitution, ce sont des institutions. Or, aujourd'hui, et la pratique, celui qui est dans les manettes du pouvoir, c'est le président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Lui, il n'a pas attendu la crise sécuritaire
pour parler de réformer cette constitution. D'autant plus qu'ils avaient déjà à l'époque, en 2005, contesté cette constitution. Sinon, mais dans la pratique, il s'est rendu compte qu'il y a des problèmes techniques qui se posent à travers cette constitution. Il a parlé de la lourdeur du processus de formation du gouvernement. Ça, vous savez que... Il a épinglé, c'est ça? Il a épinglé, Okay. dans la pratique. Vous voyez bien, lorsqu'il arrive en 2018, il faut pratiquement une année pour mettre en gouvernement. Ils ont épinglé, toujours dans des questions techniques, les problèmes au niveau de la décentralisation, qui étaient extrêmement compliqués. Là, c'est des problèmes au niveau technique. Voilà, le mieux. C'était les limites. Voilà. Okay. Et il en parle, je crois, c'était à Lumumbashi en 2024. Il n'y a pas encore la crise sécuritaire. Allons plus loin, toujours dans cette constitution. Là, j'ai épinglé les questions techniques de gouvernance. Épinglons maintenant des questions liées à des questions historiques et anthropologiques. Voyez-vous, j'ai pris soin. Cette constitution pose problème et je ne suis pas un spécialiste, mais quand vous regardez la récurrence des crises, notamment à l'Est, ça se pose un problème des peuples, des communautés Banyamulenge. Et ces éléments historiques, je les ai listés sur l'usage du terme Banyamulenge. La première fois qu'on a commencé à débattre de ce problème, c'est en 1970. Après vint la loi de 72 sous le président Mobutu. Après vint la loi de 1981. Après vint la loi des années 90 et les accords de paix. Pour essayer de voir, c'est quoi les Banyamulenge? Est-ce que ça fait partie du peuple de la RDC, oui ou non? Regardez le dernier débat qu'on a eu. Le président Félix Tshisekedi a dit clairement que les Banyamulenge font partie du peuple congolais et autres. Fayulu a dit autre chose entre-temps. Et automatiquement, il y a eu levée de bouclier du côté de Roubaix-Roy. Mais le plus grave, c'est quoi? Ce sont les Rwandais qui se sont maintenant appropriés ce dossier. Ça veut dire que la constitution de la RDC doit résoudre ce problème-là. Ce problème, une fois pour toutes, écrit noir de manière claire. Okay. C'est quoi le peuple congolais? Les questions historiques, cette constitution, au niveau des frontières, regardez les prétextes que donne souvent Paul Kagame pour ces prétextes quand il agresse la RDC. Tiens, les frontières de la RDC actuelle ne sont pas liées, disons, le sud et le nord Kivu appartenaient au Rwanda. Il faudrait que les sachants de la RDC réfléchissent véritablement pour que ça soit écrit noir sur blanc, sur du marbre, les frontières de la RDC, ça représente quoi? Exactement. Ça, c'est la dimension historique anthropologique. Je vais dans la dimension politique. La dimension politique, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce qu'une constitution, comme l'a dit le professeur Dieudonné, que je cite souvent aussi, c'est un professeur de droit, Dieudonné pour ne pas écorcher son nom, permettez que je le retrouve. Voilà, le professeur Dieudonné Kalouba. Il dit quoi? C'est un professeur de droit constitutionnel. Il dit une constitution, il y a la technique et il y a la métaphysique du droit, la philosophie du droit. Ça, c'est important. Parce qu'il dit quoi? Mais une constitution, c'est un esprit. Je le disais tout à l'heure. Un esprit. Aujourd'hui, c'est quoi le peuple congolais? Je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la problématique de la RDC, c'est la géopolitique aussi. Ils ont des voisins. Ils ont 9 voisins. Et parmi les 9 voisins, il y a un voisin qui passe son temps à agresser. Il faut arriver, ça c'est une suggestion, je vais commencer par les suggestions. Au niveau géopolitique, tous ceux qui, je pense, sont en intelligence avec l'agresseur ou l'ennemi, il faudrait que cette constitution arrive à faire en sorte qu'on puisse même déchoir de la nationalité congolaise les gens qui sont en intelligence avec l'ennemi pour faire couler le sang des Congolais. Ici, on a tenté de le faire avec François Hollande. Tous les djihadistes qui se retrouvaient en Syrie et autres, malgré le fait qu'ils étaient français, à un moment, la
la Constitution française, des gens réfléchis sous François Hollande pour voir comment on pouvait leur déchoir de leur nationalité. Les questions géostratégiques. Là, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse dans cette Constitution. Voyez-vous, la RDC aujourd'hui, c'est une centralité géostratégique. C'est un réservoir stratégique. Il faut absolument faire en sorte que dans cette Constitution, la RDC qui est un réservoir stratégique, lorsque on veut signer un partenariat, il faudrait que ça passe par un process où le peuple puisse entériner pour ne pas que la RDC soit vendue au plus offrant et pour déstabiliser et pour payer le pays. Et enfin, toujours dans l'esprit de cette Constitution, il faut regarder aussi, je peux dire comment, je reviens sur la question anthropologique. Voyez-vous, les gens prêtent serment sur quoi? Sur la Constitution. Et beaucoup de pays africains, à la fin, on a l'impression que c'est un chiffon qu'ils peuvent déchirer. Mais moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Le jour où les gens vont prêter serment sur des totems, vous avez combien de départements en RDC? Je crois 25 départements. C'est ça. Sur les totems de tous les départements, c'est-à-dire les Congos amènent des totems, les Louba amènent des totems, amènent des totems. On prête serment. Donc ça veut dire que voilà, on met ça comme dans une calebasse que si tu trahis ton serment, voilà ce qui va se passer. Nous les Congos, voilà ce que nous allons te réserver comme sort. C'est-à-dire que nous devons prendre en compte les spécificités culturelles, anthropologiques de nos pays. Tous les sachants le disent. Il faut, parce qu'il y a une espèce de mimétisme que nous faisons. Et il y a une espèce de défaite de la pensée, de paresse intellectuelle pour faire en sorte qu'on puisse avoir des constitutions qui puissent refléter à la fois notre histoire, notre anthropologie, notre espace géographique, nos espaces géostratégiques et bien entendu notre espace culturel autre. Et c'est important. D'où, lorsque le président Félix Tshisekedi, je termine par ça, avait commencé à dire, tiens, à Lumumbashi en 2024, il nous faut réfléchir sur une réforme de la Constitution, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit tout simplement que il va mettre en place une commission pluridisciplinaire, les sociologues, les anthropologues, les historiens, les géopolitologues, les géostratèges, pour qu'on puisse proposer à lui, qui est le garant des institutions, et voir comment, et je reviens sur cette question, voir comment une nouvelle constitution pourrait être proposée aux Congolais et on puisse l'entériner. D'où la fameuse loi sur le référendum, où on a entendu de gauche à droite. Le référendaire, voilà, le référendaire. Mais c'est une hérésie de la part de l'opposition. Pourquoi? Parce que comment on peut empêcher aux Congolais de réfléchir? Je parlais tout à l'heure de mon frère Armand, qui a commencé à réfléchir depuis 2017. Comment on peut empêcher un Parlement de réfléchir? Parce qu'il y avait un vide juridique sur le référendum. Or, l'exemple qu'il donne, c'est de dire tout est verrouillé à travers l'article 220. Exactement. Mais, moi je ne suis pas un spécialiste du droit, mais j'estime que lorsque vous voyez dans le titre 7 de la révision constitutionnelle, article 218, article 219, article 220, c'est-à-dire le verrouillage du nombre de mandats, ça c'est un fait, mais le professeur Dieudonné Kalumba a réussi à démontrer aussi que cet article 220 peut être révisé autrement. Et il y en a des juristes qui évoquent l'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par les représentants. Ça veut dire que lorsqu'il y a un vide au niveau de la loi du référendum, parce qu'il n'y avait pas de loi, il y a une loi électorale, il n'y avait pas de loi référendum. Or, lorsque je vois la constitution de la RDC, je ne suis pas un juriste, mais j'ai constaté que
comment je peux dire ça, le référendum, on n'a pas prévu les matières qui peuvent être soumises au référendum. C'est pas écrit noir. C'est pas écrit. Par exemple, la constitution du Congo, lorsque M. Denis Sassou Nguesso a violé, mais les matières qui pouvaient être soumises au référendum, il n'y avait pas une matière sur le changement ou pas de la Constitution. Il y avait une matière qu'on ne pouvait pas soumettre à la Constitution, c'est-à-dire le changement de la Constitution. Or, dans la Constitution de la RDC, c'est pas stipulé. Ce qui fait que cette loi référendaire, qui, une fois adoptée, après les réserves émises par la Cour constitutionnelle, promulguée, mais bien entendu, le chef de l'État est en droit, à travers l'article 5, d'émettre ou de proposer un référendum sur le changement de la Constitution, parce que cette matière n'a pas été... Les matières pour un référendum n'ont pas été listées. Ça, ce n'est que la dimension juridique. Mais, bien entendu, pour changer une Constitution, on ne se limite pas seulement au droit. Exactement. Il ne faut pas être dans le juridisme. Il faut prendre en considération, considération la dimension politique. Or, il y a une crise politique actuellement en RDC. Tentative de balkanisation. Et celui qui était même l'incarnation de cette constitution, Joseph Kabila, se retrouve du camp de l'ennemi. C'est-à-dire que lui-même, qui est le père de cette constitution, vient de violer cette constitution à travers la loi concernant ses devoirs en tant qu'ancien chef d'État, et notamment aussi à travers la loi, je termine là-dessus, à travers l'article 64, qui dit ceci, alinéa 2, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Or, Joseph Kabila, aujourd'hui, ça a été démontré, c'est le patron de l'AFC M23, c'est pas moi qui le dis, c'est Nanga qui le dit, c'est, comment vous l'appelez, Paul Kagame qui le dit, lui-même il a reconnu, il est du côté de la rébellion, ça veut dire que ce monsieur est devenu hors la loi, est passible de haute trahison, la preuve en est, il a été condamné, et de ce fait, lui-même, il a mené à la mort cette constitution. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais toutes ces insuffisances de la Constitution, pourquoi pas simplement réviser la Constitution, par exemple avec une loi organique, par exemple? Pourquoi vous souhaitez carrément le changement d'une Constitution? Mais c'est un argument qui tient la route. C'est un argument qui tient la route. Effectivement, dans la Constitution de la RDC, lorsqu'on voit effectivement le titre 7 de la révision constitutionnelle, article 218, article 219, article 220, on peut procéder à une révision. Mais les griefs que je viens de lister, ça dit que les insuffisances, tant sur le plan historique, anthropologique, parce que le problème aujourd'hui des Banyamulenge se pose, c'est les questions historiques, tous les prétextes de l'ennemi, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, toutes ces dimensions-là réunies font en sorte que, selon moi, selon mon avis, il faut passer d'une république à une autre. Ce d'autant plus que Félix Tshisekedi, je l'avais dit dernièrement, incarne aujourd'hui celui qui est en train de chercher une seconde indépendance pour la RDC. Et comme De Gaulle, comparaison n'est pas raison. De Gaulle, comment il est arrivé pour incarner la 5e République? Parce que la 4e République française était en crise. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient de démontrer que cette crise que nous avons aujourd'hui, c'est à cause d'un voisin hégémonique et prédateur qui s'appelle le Rwanda. Et en cela, il est en train de gagner la guerre. Je pense qu'il va gagner cette guerre-là. Et une fois qu'il a gagné la guerre, il est en droit de créer, de remettre, de doter la RDC des fondations pour que demain, cette RDC puisse avoir une loi fondamentale
qui puisse lui permettre d'exercer véritablement sa liberté, sa démocratie et le progrès pour son peuple. D'accord. Selon vous, la Constitution, texte définitif ou c'est un texte qui est censé aussi évoluer selon les réalités? Elle doit évoluer. Et là, je vais encore vous lire une citation de Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce qu'il dit Napoléon Bonaparte? C'est très important. Ce n'est pas parce que je suis très attaché à ce monsieur, pas du tout. Il dit quoi? Napoléon Bonaparte, il dit « Aucune constitution n'est restée telle qu'elle a été faite. Sa marche est toujours subordonnée aux hommes et aux circonstances. » Quelles sont les circonstances aujourd'hui? Il y a une crise sécuritaire, il y a une crise politique, il y a une crise de la cohésion nationale. Bien entendu, l'homme actuel, qui s'appelle Félix Tshisekedi, il peut prendre ce bâton de pèlerin pour, comme je dis, doter la RDC d'une loi fondamentale qui puisse lui permettre de réaliser ses objectifs de liberté, de sécurité, de progrès et autres. Voilà un peu pour moi ce que je peux dire par rapport à cela. D'accord, des acteurs notamment de l'opposition ont commenté sur ça, notamment lors d'un space animé par Stanis Boujakera. Martin Fayulu a soutenu qu'il faudrait, selon lui, un coup d'État pour changer la Constitution. Que répondez-vous à cette affirmation? Mais je viens de vous démontrer tout à l'heure, lorsque vous voyez que j'ai catégorisé. C'est ça. Il y a des changements opportunistes. Est-ce que c'est seulement ça le coup d'État? Non, pas du tout. C'est une hérésie, passez-moi le terme. C'est une hérésie de dire ça. Il suffit de réfléchir un peu. Il y a eu des changements de constitution au niveau de l'AES là-bas. Il n'y a pas eu forcément il y a eu des coups d'État, certes. En face, au Ouattara et autres, ils ont changé des constitutions. Il n'y a pas eu de coup d'État. Mais non, il y a plusieurs catégories. C'est en fonction comment je peux dire ça, des spécificités et de la crise que peut vivre un pays. Et en l'occurrence, en RDC, il y a une crise politique. S'ils ne reconnaissent pas, s'ils ne veulent pas le reconnaître, pourquoi? Parce qu'ils sont dans des positionnements politiques. Or qu'une constitution n'est pas faite pour intenter, on se projette par rapport à la constitution. Regardez, aujourd'hui, en France, dans le programme du président de LFI, Jean-Luc Mélenchon, il se propose à aller à une 6e République. Est-ce qu'il y a un coup d'État? Il va faire un coup d'État? Non. Est-ce que tu as envoyé des acteurs français dire « Ah non, si tu veux faire... » Non. Une constitution, comme l'a dit Napoléon, doit savoir être subordonnée aux circonstances. Or, que Mélenchon a un certain nombre de données. Il dit, par exemple, sur des questions climatiques, sur des questions, ce qu'il appelle la Nouvelle France, des communautés il faut passer à une 6e République. Il a ses données, il a ses motivations. Et je pense que, d'un côté, ceux qui veulent le changement de la Constitution, et il faut suivre, j'ai suivi le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Isaac Kilambay, comme j'ai suivi Dieudonné, le juriste, professeur en droit, monsieur Dieudonné Lumbaya, non, qu'est-ce que, il est, voilà. Bon, Dieudonné, que j'ai, le professeur, voilà, Cour constitutionnelle, ils ont argumenté pour expliquer cela. Et Germain Kabinga est encore plus explicite. Et lui, le fait qu'il a traversé un peu depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, avec LMLC, avec Joseph Kabila, et il a une hauteur de vie qui lui permet de motiver, et je pense qu'il a des arguments tout à fait que je partage, hein, et l'UDPS aussi, qui partage ces arguments, lui-même le président Félix Tshisekedi, et d'où cette proposition que tout le monde devait s'approprier, de mettre en place une commission et que le peuple puisse trancher. Pourquoi? Il y a une thèse de la majorité, l'Union sacrée. Leur thèse, c'est nous devons changer pour telle motivation. Il y a l'antithèse qui s'appelle l'opposition. Ils ont aussi des motivations qui peuvent être légitimes. Donc quand il y a une thèse et il y a une antithèse, il faut aller à la synthèse. La synthèse, c'est le peuple qui va faire la synthèse, le peuple qui doit trancher. Exactement. Je pense que lorsqu'on est démocrate, on n'a pas peur de cela. On va convaincre le peuple, ne votez pas cette constitution. Exactement. Parce que elle ne mérite pas d'être votée. Donc je pense que pour éviter une crise inutile, il faut aller à cette perspective. Si vous étiez Congolais de la RDC,
et que vous étiez, par exemple, chargé de rédiger la nouvelle constitution, quelles seraient vos 5 premières innovations? Alors, la première innovation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la sacralité. Il faut qu'on puisse mettre un peu de sacralité dans notre constitution. Lorsque le président Trump prête serment devant la Bible, c'est par rapport à leur histoire. Lorsque, en Angleterre, c'est par rapport à une histoire. La Constitution, c'est un esprit, le professeur Dieudonné l'explique très, très bien. Donc, la sacralité. Deuxième innovation, il faudrait qu'on puisse trouver une solution véritablement sur ce que c'est que le peuple de la RDC. Pour élaguer tout prétexte à ceux qui veulent diviser. Et parce qu'il y a aussi des visées plus ou moins ethnocentristes que je sens, que je ressens. Regardez, lorsque je débat en tant qu'analyste, parce que je partage peut-être les idées de l'Union sacrée, on dit non, c'est un taliban. Et c'est des réflexes qui ne sont pas bons. Donc, deuxième innovation. Troisième innovation, la RDC doit prendre en compte le fait que, bien entendu, c'est une centralité géostratégique, je ne cesserai jamais de le dire, et que en cela, il y a une espèce d'obligation d'avoir un regard sur ses 9 voisins. Et ça doit être pris en compte dans cette constitution. Et une autre innovation, par exemple, au niveau de la nature de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un système décentralisé? Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des manquements. Lorsque vous voyez comment les gouverneurs sont élus, mais en réalité, c'est une véritable corruption qui se fait. Ça pose un problème. Exact. Donc, voilà un peu quelques innovations que je suggère. Mais il y a des spécialistes. En RDC, il y a des gens très calés. RDC a des talents qui peuvent voilà. Mais le politique que je suis, je milite pour l'avènement d'une nouvelle république pour les raisons que je viens d'évoquer. Exactement. Vous avez cité en préambule plusieurs, notamment l'un des co-rédacteurs de la Constitution. Mais moi, vous connaissez le professeur Bob Kambaba? Oui. Oui. Voilà. L'un des co-rédacteurs de la Constitution de 2006, il affirme que Félix Tshisekedi tient mordicus, je précise, au changement de la Constitution pour rester au pouvoir. Alors qu'il avait déclaré, il y a quelques années auparavant, que la Constitution de 2006 ne correspondait plus aux réalités de la RDC. Aujourd'hui, il dit que la Constitution, il est adaptée. Comment expliquez-vous ce revirement ou cette évolution? Ben, c'est ce que j'appelle la défaite de la pensée. C'est ce que j'appelle l'escroquerie intellectuelle. Et ça, en Afrique centrale, on le sent énormément. On le sent énormément et c'est un regret. Parce qu'effectivement, j'ai vu ce monsieur, c'est d'ailleurs Radar qui avait diffusé ses déclarations avant et ses déclarations actuellement. Exactement. Donc pour un intellectuel, c'est presque une honte, c'est ce que j'appelle la défaite de la pensée. Mais vous remarquerez que le mal aussi de l'Afrique et de nos pays respectivement, c'est cette élite qui a failli, qui n'a pas une colonne vertébrale pour défendre une thèse et avec des arguments et autres. C'est eux qui devaient apporter la lumière. Mais en réalité, lorsque vous creusez un tout petit peu, c'est quelqu'un qu'on a retourné pour telle ou telle raison et puis qui se met quasiment à insulter son intellect. Donc c'est le seul commentaire que je peux faire. Mais vous remarquerez, en Afrique de l'Ouest, c'est tout le contraire. En Afrique de l'Ouest, lorsqu'on parle d'un intellectuel, vous sentez une espèce de cohérence dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Exactement. Une question, selon vous, quel intérêt les acteurs qui déstabilisent la RDC pourraient-ils avoir à conserver en fait une organisation actuelle, en tout cas l'organisation de l'État qu'ils considèrent comme fragile? Mais parce que tout simplement, nous sommes les acteurs politiques. Par exemple, le Rwanda, par exemple. Pardon? Par exemple, le Rwanda, par exemple, avec le M23, avec le AFC M23, quels intérêts en fait? Quel intérêt? Pourquoi? L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est l'arrivée de l'AFDL. N'oubliez jamais une chose. L'AFDL a été parrainé par le Rwanda et le Burundi, et l'Ouganda et le Burundi, mais qui s'est détaché. Et l'objectif de l'AFDL, c'était c'est-à-dire de Paul Kagame, notamment, c'était de
de prendre en otage ce grand pays qui est la RDC. Mieux, l'objectif d'un certain nombre de voisins, jusqu'alors, c'est de ne jamais avoir un pays organisé, en sécurité, parce que la RDC, c'est comme un butin. Et d'où de voir un leadership incarné qui puisse dire, ça suffit. Nous allons diriger notre pays. Nous avons un potentiel. Ce potentiel-là, nous devons d'abord le gérer, et s'il faut le gérer en partenariat avec un certain nombre de pays, on le fera de manière souveraine. Beaucoup n'en voulaient pas. Et la chute de Mobutu a fait en sorte que, après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, je ne cesserai de le dire, la responsabilité du président Joseph Kabila est accablante. Pendant 18 ans, il a laissé faire. Il a préféré garder son pouvoir, quitte à quasiment léguer une part de la souveraineté de la RDC à des pays voisins dans le Rwanda. Exactement. Nous allons passer bientôt à la question sur le dialogue politique. Mais M. Mafimba, imaginez que vous n'avez qu'une seule minute pour convaincre un Congolais qui pense que la Constitution est inutile, que le changement de la Constitution est inutile, voire dangereux. Qu'est-ce que vous dites à ce Congolais-là pour essayer de le convaincre? Pour essayer de convaincre les Congolais, vous savez, il faudrait que les Congolais comprennent une chose, se disent, nous avons eu, depuis l'indépendance jusqu'à Mobutu, et depuis l'avènement de l'AFDL, c'est-à-dire bientôt 18 ans et plus, donc pratiquement 20 ans, 30 ans, 20 ans, avec Joseph Kabila et avec Laurent Désiré Kabila, quel a été ce que nous avons gagné en tant que Congolais, c'est ce que nous avons perdu. Mais ce que les Congolais doivent savoir, c'est qu'ils ont perdu quelque chose de terrible. C'est le génocide aujourd'hui dont on est en train de parler. Exact. C'est le pays qui pleure plus de 10 millions de ses enfants, qui continuent à mourir. C'est pas qu'il n'y a pas de responsabilité. S'il y a une responsabilité, la responsabilité, c'est depuis l'avènement de l'AFDL et un voisin qui s'appelle le Rwanda, qui a passé son temps à déstabiliser la RDC. Et il y a un homme qui est arrivé qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui a changé de paradigme, qui a réussi à identifier, comme on dit dans Lingala, Ndokiyoyu. Il a réussi à identifier le fait que on a fait rentrer le loup. Quand ici, loup na katia bergerie, à comme il y a banana bango. Et donc, c'est celui-là qui a pris le bâton de pèlerin pour dire, bon, je combats l'agresseur, je combats Ndokina Bisso, mais en même temps, je veux mettre en place des fondations. C'est ce qu'il est en train de faire. D'où, pour dire aux Congolais, pour répondre à ta question, Mboka, un pays ne peut pas progresser, un pays ne peut pas être géré sans qu'il n'y ait pas des règles. Ces règles-là, on appelle ça le vivre ensemble. Exactement. Et une constitution, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble qu'ils ont hérité de Joseph Kabila a occasionné plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, des tentatives de balkanisation. Donc, il faut une nouvelle loi fondamentale pour recréer un nouvel vivre ensemble à travers une nouvelle constitution. Voilà ce que je peux leur dire. D'accord, merci beaucoup. On va parler actuellement du dialogue. On avait déjà commencé lors du précédent épisode de parler déjà du dialogue. Mais à l'actualité qui impose. Le C64 avait fixé au président Félix Tshisekedi un ultimatum au 15 août pour organiser ce dialogue. Cet ultimatum étant arrivé à échéance, la coalition a annoncé la reprise de ses actions de mobilisation, avec notamment une manifestation prévue le 15 septembre 2026 à l'occasion de la rentrée parlementaire. Ils envisagent notamment de marcher vers le Parlement. Selon vous, est-ce que l'opposition est aujourd'hui réellement en mesure de mettre la pression sur le président Félix Tshisekedi ou le président qui, bien sûr, garde la maîtrise du calendrier politique? Non, il n'y a aucune possibilité pour l'opposition. Ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi est trop fort et autres. Non, parce qu'ils se sont trompés. On a commencé par là. Ils se sont trompés. En fait, l'opposition s'est trompée de diagnostic. Aujourd'hui, le diagnostic qu'il fallait comprendre, c'est de dire que la RDC vit aujourd'hui la situation qu'elle est en train de vivre
à cause de ce que j'ai appelé la contradiction principale, c'est-à-dire l'agression du Rwanda. Oui, il y a des problèmes de mégestion, ça on ne peut pas le nier. Il doit y avoir des problèmes de mégestion, le social peut-être ne suit pas et autres. Mais le véritable problème, et les Congolais, à travers tout ce que les gens ont eu à faire, nous autres, nous avons contribué, ont compris une chose, que nous avons le premier problème que nous devons résoudre, c'est faire échec à l'agression du Rwanda. Or, l'opposition, il n'arrive pas à faire le distinguo entre ceux qui sont dans le camp de la patrie et ceux qui sont avec l'agresseur. Tu les vois demander à faire venir Nanga, qui est un rebelle, et avec toutes les sanctions qu'on sait. Il veut faire venir, comment vous l'appelez, Joseph Kabila et autres. Mais ils savent pas, sans ignorer que ces deux, ce sont des proxys de Paul Kagame, l'agresseur, donc la contradiction principale. Et en cela, ils peuvent multiplier comme ça des coalitions, ils n'arriveront pas parce que le peuple ne les suit plus. Le peuple a compris que comme dans un Gango Sikoyo, Toza Bazobate. Le peuple a compris que Toza Bazobate. Bazu Maël. Et le fait que Bazu Maël, ils disent non. Combattons d'abord le Rwanda. En Moussoussou. Après, Toya, Namaka Moussoussou, sans faire Azosala Mabé, on va régler ça autrement. Tout le monde est un Monguna. C'est ça ce que les Congolais ont compris. D'où le triptyque que j'ai toujours eu à dire. Pourquoi aujourd'hui il y a une espèce de plébiscite pour le président Félix Tshisekedi. Tout ça, là, sondage, on a fait un sondage à la bande d'Akaril, où le président Félix Tshisekedi est presque plébiscité. Pourquoi on dit non? Lui, au moins, il a eu le courage d'affronter Kagame, qui nous a fait souffrir depuis 30 ans. Et vous voulez encore, au lieu d'être avec lui, exemple laquelle, pour les Congolais, première chose, contradiction principale. Tobunisa Munguna, et le dialogue, ça sera pour créer la cohésion nationale. On est ensemble pour combattre l'ennemi. Si on n'arrive pas à le combattre par la diplomatie, à un moment, et nous sommes 100 millions, il faut nous prendre nos responsabilités pour bouter hors du territoire l'agresseur. Voilà l'une des raisons de l'échec de l'opposition. D'ailleurs, à ces propos, Martin Fayulu demande notamment que Joseph Kabila et Corneille Nangaa puissent participer au dialogue, considérant qu'ils sont des parties prenantes à la crise. Il a notamment évoqué l'idée que, entre guillemets, les linges sales, c'est lave en famille. Vous qui êtes analyste, comment interprétez-vous cette position? Rien que le mot, le linge se lave en famille, miséricorde et autres. Bon, j'ai souvent dit dans d'autres médias, les gens pensaient que j'étais très dur à l'égard de Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, c'est pas le cas. Et beaucoup me donnent raison aujourd'hui. Je pose la question de savoir si c'est véritablement ce monsieur a un background politique. Je pense pas. Tu peux pas dire linge sale en famille, non. On blague pas avec 10 millions de morts. Ces gens, juridiquement, je venais de le démontrer tout à l'heure, Joseph Kabila et Nanga, ce sont des rebelles, ce sont des gens qui ont été sanctionnés, ces gens qui ont fait couler le sang des Congolais. Mieux, le dernier rapport de l'ONU, des rapports des Nations Unies, qu'est-ce qu'ils disent? Les objectifs de l'FC M23, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut renverser le régime de Tshisekedi. Donc, Martin Fayulu est solidaire de ça. Un autre objectif, ça c'est l'objectif de Paul Kagame, c'est d'annexer le sud et le nord Kivu. Il est solidaire de ça? Non. Et puis quand il dit ça, ça dit qu'il veut revenir au même format de plus de 11, 12, 14 dialogues que les RDC a organisé. On n'en veut plus. Pour une raison simple, c'est que ce sont ces accords-là qui ont permis à ce que, la RDC soit infiltrée à travers son armée, la RDC puisse avoir une bonne partie de sa classe politique inféodée, et en cela, c'est ce qui a permis à ce que les minéraux de la RDC sont pillés depuis pas mal de temps, et la RDC avait perdu de sa superbe. Donc, revenir à parler de miséricorde, de linge en famille, c'est de l'irresponsabilité. Sinon, c'est d'une espèce de connivence, et il peut tomber sur le coup de la loi. C'est ça. Parce que la loi on peut le traduire en justice pour ça. Il y a même d'autres qui sont déjà sur le coup de poursuite judiciaire, d'autres sont déjà condamnés. Mais bien sûr. Donc vous proposez quoi, par exemple, qu'on règle d'abord le volet judiciaire, ensuite
Dialogue, qu'est-ce qui se passe? Non, non, Selon non, vous, non, 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 proposez-vous? non. Moi, j'ai lu depuis pas mal de temps la stratégie du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi a mis en place un triptyque. J'ai un agresseur, je l'identifie. J'ai réussi à l'identifier comme jamais on l'a fait. À travers l'accord de Washington et la résolution 2773, pour la première fois, Kagame a été reconnu partout dans le monde comme c'est lui l'agresseur. Un. Deux, il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le combattre militairement. Il s'est rendu compte que j'allais perdre. La fameuse escarmouche. Pourquoi? L'armée était infiltrée. L'armée était désorganisée. Il a fait ce qu'on appelle, on peut combattre un adversaire, on peut asservir, enfin combattre un adversaire sans l'affronter. Il a activé le volet diplomatique. Aujourd'hui, avec tous les résultats. C'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui la RDC qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. La RDC est partout. Le Rwanda est isolé. Les sanctions sont tombées. Volet diplomatique. Maintenant, il a enclenché et concomitamment, il a enclenché l'organisation d'un dialogue, mais le dialogue sans les proxys de Paul Kagame. Ça a été clair. Lorsque Amongo sort, il dit quoi? Il faut d'abord condamner. Il faut d'abord condamner. Mais non, ceux qui ne veulent pas condamner, ben, ils ne viendront pas. Et ça, c'est pas Félix Tshisekedi, c'est le peuple qui le veut. Et en même temps, comme j'ai dit concomitamment, c'est l'armée qui est en train de prendre de l'envol en termes d'équipement, en termes de formation, de personnel et autres, pour que demain, avec le partenariat stratégique qu'il a signé avec les USA, si ça traîne, ben, il faut un moment, je l'ai dit, je le redis, que les Congolais, ils sont 100 millions, peuvent bouter hors du territoire les agresseurs. Exactement. Le président Félix Tshisekedi, en tout cas, il a déclaré que les prochains dialogues qui vont arriver ne ressembleraient pas au dialogue que la RDC a connu dans le passé. Ça veut dire quoi? Tu as parfaitement raison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il s'est rendu compte que les précédents dialogues, c'était un partage. C'était la continuité de Saint City. Et ces précédents dialogues, qu'est-ce qui se passait? On se partageait le butin RDC. Il y a du Makolonga, du Miso, il y a du Nzete, il y a du Makolo, tout. Mais à Lingolia. Maintenant, un moment, oh, il y a Makolo, Makolo Nanga Mingite, hein. Donc, il faut là dans Moutou. Allez, il prend les armes, il va. On les appelle. Et qui meurent sont les Congolais. Non, on ne peut pas faire comme ça. Le RDC n'est pas un butin. Il a dit c'est fini. Et qu'est-ce qu'il faisait? Bon, j'ai cassé la gueule aux gens. Allez, prenez mes gars, on les met dans l'armée. Et ces gars-là, on les mettait dans la partie sud. Sud Kivu, Nord Kivu. Non. Il a tiré les enseignements de cela. Plus le dialogue que le président Félix Tshisekedi est en train de convoquer, c'est pour se donner les moyens, parce qu'on ne peut pas aller faire la bagarre lorsqu'on est désunis. C'est ça. Il faut se mettre ensemble, sans les infiltrer, sans ceux qui sont dans la complicité, pour faire face à l'agresseur. Sans les infiltrer, du coup, qui doit alors être autour de la table? Mais c'est ceux qui ont compris qu'il y a un camp de la patrie. Et il y a l'Union sacrée, une bonne partie de l'Union sacrée. Il y a une opposition républicaine. Il y a des gens comme le centre de Germain Kabinga. Et donc, voilà tous ces acteurs. Et je souhaite à ce que les Ouazalendo qui soient là, les victimes doivent être là. Les jeunes doivent être là. La diaspora doit être là. Civile, par exemple. Bien entendu, la société civile. Les intellectuels doivent être là. Donc, bien entendu, c'est comme une espèce de cartassisme collective. Kodi Touti Mosika. On a identifié l'agresseur. On doit le mettre hors d'état de nuire. Une fois qu'on a mis hors d'état de nuire, maintenant, il faut qu'on regarde pourquoi aujourd'hui le social est encore pas à ce niveau. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de la loi fondamentale? Je suis même convaincu qu'en dehors du fait que la cohésion nationale pour combattre l'adversaire, mais il risque d'avoir aussi, et je pense, je sollicite, qu'il puisse y avoir un point à l'ordre du jour sur l'avènement d'une 4e République. C'est pas exclu. Ça sera même cohérent. C'est ça. On a posé question à Lingala. D'accord. Chaque fois où tu as la crise, tu as dialogue. Mais selon vous, est-ce que le dialogue
réellement est une solution à la sortie pour résoudre en fait toutes les crises. Non. C'est la seule solution. Déjà, il faut le bas que dialogue, il y a les dispositions constitutionnelles. Ce n'est pas écrit dans la Constitution que vous organisez le dialogue. La Constitution, c'est écrit, mais pas dans la Constitution de la RDC. C'est ce qu'on appelle dans la politique une option stratégique. Comme je dis, le président a une feuille de route. Là, c'est la diplomatie. La comédie ko bundisa moto à Lembi, Yomoli Siko Kagame a le kili akoma ko le baka kili. C'est ça, le baté. Avant qu'on le batte, Koutago c'est Félix Tshisekedi. Maintenant comment qu'on le bat? Oh non, ce mo lingite, na ko kufa pamba pamba te, na ko nanko wana adoki comme to le baka na lingala. Il est mal. Il est mal. Maintenant, à travers ça, le président Félix Tshisekedi a levé Siko option stratégique politique. A levé bon, comme il n'a l'ambition déjà, mais dernier coup de sifflet, dernier coup de sifflet, il faut to tchaka ngombi. Mais ngombi a toko qu'elle est désorganisée. C'est ça. Banama iboyaka, to vanda, to solola, to ensemble baeba. Que toi lui ensemble pour que to bunsa monguna. Mais en même temps, c'est aussi un message à Zotinda, à travers le dialogue, vous allez envoyer aux étrangers, notamment les États-Unis. Qui ont signé un partenariat stratégique pour accompagner la RDC à se libérer de cette invasion et pour accompagner la RDC dans le progrès, dans le développement. Ils veulent injecter des milliards. Mais la condition qu'ils posent, c'est qu'il y ait une stabilité politique. Une stabilité politique. Et à travers cette cohésion nationale, effectivement, on peut avoir cette stabilité politique et tracer des perspectives économiques et autres. Exactement. Monsieur Massimba, si vous avez une condition à donner ou à proposer au président Félix Tshisekedi avant l'ouverture de ce dialogue, afin de garantir que ce processus ne soit ni un partage de postes, ni une amnistie politique générale, ni une simple rencontre entre politiciens, mais réellement un chemin vers la paix, quelle serait cette condition? La condition, non. La sollicitation. Exactement. Sollicitation. Mais sollicitation, en tant qu'analyste, je suis un amoureux de la RDC, de l'Afrique et autres, ce serait de faire en sorte qu'ils aient un dialogue pluriel. C'est-à-dire que Banganga Maël et Bazala. Banganga Maël et Bazala. Et ça a été que, Ndekonanga Azalia, ou Anako, Ndekonanga, la Tchina, dialogue pendant de la perdième. Non. Il ne rendra pas service. Parce que le président Tshisekedi doit comprendre une chose. Il prend déjà énormément de risques à affronter Paul Kagame. Les gens ne se rendent pas compte. Paul Kagame, je l'ai dit la dernière fois, mais je dis oui, Paul Kagame, il tue. Il ne s'amuse pas. Donc, il prend déjà assez de risques comme ça. Donc, cette cohésion, ce dialogue doit être un rendez-vous historique pour la RDC. En une semaine, on peut bloquer ça. Ma commission, Bobimi Wana, Bobimi Makassi, vous envoyez un message à l'adversaire, vous envoyez un message aux partenaires à l'étranger que aujourd'hui nous sommes forts et on donne un ultimatum. Si Moto a bimi dans le territoire n'a sauté, nous allons activer le troisième volet de mon triptyque, c'est-à-dire le volet militaire, avec les partenaires. D'où, dans le Bara toujours, attention, nous, les voisins de la RDC, ne devons pas laisser la RDC seul dans ce combat-là. Parce qu'il y a un pays qui est en train de déstabiliser toute une sous-région. Exactement. Donc, du coup, imaginons que le dialogue soit clos et que c'est une réussite. C'est une réussite parce qu'on le souhaite. Qu'est-ce qui doit concrètement changer de le lendemain? Quelles décisions concrètes devaient être prises au lendemain pour que, en tout cas, les populations de l'Est puissent dire cette fois-ci le dialogue n'était pas une mascarade? Bon, les questions liées à les questions, comment je peux dire, militaires sont toujours stratégiques. Vous n'allez pas. Le premier message, c'est d'abord, ce sera que à l'Est va comprendre qu'ils comprennent que Toyo Kibino, nous avons compris vos pleurs et nous partageons vos pleurs. Deuxième message, ça sera aux partenaires que nous sommes unis pour combattre l'adversaire et développer notre pays. Et troisième message, ça sera de dire aux voisins, à la communauté internationale, comme on dit, de dire accompagnez-nous à stabiliser notre pays parce que ça va bénéficier à toute l'Afrique, à tous les voisins. Voilà les trois messages. Maintenant, ma message à Kati, Malbaramasola, Kati, Ebimarate. Mais moi, je vous ai dit, il faut toujours avoir en perspective le triptyque du président Félix Tshisekedi.
le volet diplomatique et autres, cohésion sociale qui va renforcer le soft power, comme on dit, et le troisième volet, c'est-à-dire lorsque l'adversaire ne veut pas écouter, comme le fait Kagame, Narobi Mate, ben, il faut l'affronter. Ce n'est que de cette manière-là qu'un pays sera dissuasif pour demain. D'accord, on tend vers la fin de l'émission, mais quelques dernières questions. Selon vous, quelle doit être la priorité absolue de l'État congolais aujourd'hui? La réforme institutionnelle, la restauration de la paix, la consolidation de l'armée, le dialogue politique ou la refondation de l'État? Non, tout ça c'est la refondation. C'est un ensemble. C'est la refondation, c'est un ensemble, c'est-à-dire que aujourd'hui la réforme de la Constitution doit continuer, elle va continuer. La cohésion nationale, elle va se faire à travers ce dialogue. J'espère que d'ici quelques jours ou quelques semaines, certainement le président va publier l'ordonnance. Et bien entendu, les efforts au niveau diplomatique doivent continuer et les efforts au niveau de renforcement des capacités de l'armée de la RDC doivent tout aussi continuer. D'accord. De la Constitution au dialogue national et du dialogue à la refondation de l'État, quel avenir pour la RDC? Monsieur Mafimba, en 1 minute, quelle est votre vision pour la RDC de demain? La RDC de demain doit s'inscrire dans ce que disait Lumumba. Les Congolais doivent écrire leur propre histoire. Et les Congolais sont en train d'écrire leur histoire aujourd'hui. Le Congo qu'on regardait de haut hier. Ça doit s'inscrire dans ce que disait Frantz Fanon. Frantz Fanon disait l'Afrique a la forme d'un revolver, la gâchette se trouve en RDC. Et cette RDC-là, cette gâchette-là, quand elle va se déclencher, je veux que ça soit pour la renaissance de la RDC, comme ça se passe aujourd'hui, et l'éléphant, le réveil de l'éléphant. Et enfin, ce que je souhaite pour la RDC, le message que je voudrais faire passer, c'est de dire que dans l'histoire des États, il y a, je ne dirais pas des hommes providentiels, mais il y a des hommes qui sont souvent précurseurs, qui ont cette espèce de bénédiction divine qui leur permet de mettre sur les rails un État pour que ce pays-là s'envole. Sans véritablement trahir ma pensée, je pense que le président Félix Tshisekedi a ce profil-là. Et que je pense qu'il faut lui faire confiance. Et je l'ai dit la dernière fois, qu'il regarde son entourage aussi, et en même temps que le peuple congolais, les forces vives de la nation congolaise soient tout à fait debout pour poursuivre cette marche-là du réveil du géant RDC, comme nous le souhaitons tous et comme je le souhaite. En tout cas, le président Félix Tshisekedi, c'était votre mot de la fin ou est-ce que vous avez... Oui, mot de la fin, je vous remercie déjà, Radar 243. On était relativement lent, mais parce que le dossier a été très complexe. Exactement. Très technique en plus. Togo Salango, on a deux diffusions. Mais je prends toujours du plaisir. Je ne suis pas un érudit, mais je peux apporter. Et je remercie tous ceux qui viendront pour contribuer, pour apporter on va dire des nuances ou des contradictions, et que Radar 243 puisse demain être cette tribune qui permettra à ce que demain la RDC soit debout et la RDC soit le géant de l'Afrique que tout le monde espère de ses voeux. Merci beaucoup, M. Guy Mafimba, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Merci. À travers ces échanges, nous avons essayé de dépasser le querelle des personnes pour poser une question essentielle: comment construire un État congolais plus fort, plus stable et capable de garantir sa souveraineté et la paix de ses citoyens. C'était Guy Mafimba, Décrypte. Merci.